je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. L'émission de ce matin est un hors-série. Qu'est-ce que c'est qu'un hors-série? Un hors-série, c'est une émission qui est moins collée à l'actualité quotidienne, qui est moins collée à l'actualité politique. Un hors-série, c'est une émission qui se propose de revisiter les fondations de notre nation, qui se propose de revisiter les fondations de notre histoire. L'histoire est une école. Se disant, je sais que ça fait cliché, et pourtant, il n'en demeure pas moins vrai que quand on veut comprendre l'actualité, quand on veut se comprendre, quand on veut comprendre une collectivité, il n'y a pas mieux que de revisiter l'histoire de cette collectivité afin d'en faire remonter les succès, afin d'en faire remonter les grands coups, afin surtout de comprendre pourquoi le projet que nos ancêtres ont conçu n'a pas abouti. Donc, l'émission de ce matin, c'est un hors-série qui se propose de revisiter l'un des événements majeurs, sinon l'élément déclencheur qui allait aboutir plus d'une dizaine d'années plus tard à l'indépendance d'Haïti. Et si vous connaissez un tout petit peu l'histoire d'Haïti, vous l'aurez compris, je vais vous entretenir ce matin dans ce hors-série du bois caïman. Car le bois caïman, c'est une école, c'est une source inépuisable. Je ne sais combien de livres, je ne sais combien d'articles, je ne sais combien de documentaires j'ai lus, j'ai consulté sur le bois caïman. Je ne sais à combien de conférences sur le bois caïman j'ai assisté. Je ne sais non plus combien de conférences j'ai données sur le bois caïman. Pourtant, à chaque fois que je me propose de comprendre Haïti, de partir de la première fondation de ce qui allait être l'Empire d'Haïti, l'État d'Haïti, le royaume, n'est-ce pas, d'Haïti, nous n'avons pas le choix que de replonger dans le bois caïman. Mais vous allez voir,
Euh, je vais aborder le bois caïman autrement qu'on a l'habitude de le faire. Souvent, on va s'intéresser à la prière de Boukman, aux serments, n'est-ce pas, de nos ancêtres. On va s'intéresser, n'est-ce pas, à la détermination de ceux qui y ont pris part. Moi, dans ce hors-série, je vais m'intéresser à la préparation. Je vais m'intéresser au profil de ceux qui ont lancé Bois Caïman. Je vais m'intéresser à ceux qui étaient présents, n'est-ce pas? La participation de chacun, le niveau d'engagement de ces participants. Et vers la fin de ce hors-série, je dresserai un certain nombre de leçons qu'il nous faut tirer et appliquer dans l'Haïti d'aujourd'hui si l'on veut se hisser à la hauteur de l'idéal de nos ancêtres. Donc, quoi que vous ayez lu sur Bois Caïman, je suis sûr que ce hors-série sur le Bois Caïman vous apprendra quelque chose de nouveau. Je suis sûr que ce hors-série sur le Bois Caïman sera un élément de réflexion pour nous aider à construire cet Haïti qui, malheureusement, plus de 200 ans après la cérémonie du Bois Caïman, il faut mieux parler après le congrès, il faut mieux dire après le congrès du Bois Caïman. Donc, demeure à faire. Vous connaissez le rituel, je vous veux éveiller une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Alors oui, faisons ensemble ce hors-série sur les fondations de l'État d'Haïti. Les fondations d'Haïti, vous l'aurez compris, n'ont pas été jetées. Les bases de l'Empire d'Haïti, les bases de l'État haïtien n'ont pas été jetées le 1er janvier 1804. Ces bases ont été jetées au moins en août, le 14 août 1791, donc bien avant la proclamation du général Jean-Jacques Dessalines, qui allait devenir quelque temps plus tard empereur. Les fondations d'Haïti ont été jetées avant 1804. Les fondations d'Haïti ont été jetées au mois d'août 1791, le 14 août 1791. Et puisqu'on le sait en histoire, il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas une génération qui naît ex nihilo, il y a toujours une préparation. La génération d'aujourd'hui a été préparée, travaillée par celle d'hier, celle de demain, n'est-ce pas, est préparée par celle d'aujourd'hui. Donc vous savez, l'histoire, c'est une chaîne. Eh bien, pour bien situer politiquement le Bois Caïman, pour bien situer spirituellement le Bois Caïman, eh bien, il faut aller au-delà du Bois Caïman. Bon. Vous le savez, depuis 1503, les Européens chrétiens, les Français, ont commencé à importer, telle de la marchandise, des captifs de l'Afrique. Bon. Ils débarquent en Afrique pour des raisons économiques. L'Europe est
au bord de la faillite et les chefs d'État, les têtes couronnées, les gens d'affaires financent le commerce macabre de l'humain par des humains. Et donc des Européens débarquent sur le grand continent, le continent le plus vaste, le continent le plus riche. Et là, ils déclarent la guerre à des peuples qui ne leur ont fait aucun tort. Ils tentent des pièges à des individus qui ne leur ont rien fait. Ils les enchaînent et ils les conduisent, n'est-ce pas, sur un autre continent qu'on appelle l'Amérique. Vous savez qu'il y a une controverse, les chiffres sont discutables. Les plus extrêmes parlent de plus de 300 millions de Noirs qui ont été pris en captivité depuis l'Afrique pour être conduits en Amérique. D'autres parlent seulement de plusieurs dizaines de millions, mais toujours est-il que sur plusieurs siècles, n'est-ce pas, il s'en parlait de l'esclavage arabo-musulman que nos ancêtres ont subi. S'il faut seulement considérer, n'est-ce pas, l'esclavage transatlantique, eh bien c'est plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions pour les plus conservateurs, plusieurs centaines de millions pour ceux qui se retrouvent à l'autre bout du spectre, qui ont été kidnappés sur leur continent pour être conduits partout en Amérique. Et là, on parle du Brésil, là, on parle de l'Argentine, là, on parle, n'est-ce pas, des États-Unis, et puisqu'il s'agit ici d'Haïti, qui sont déportés vers Saint-Domingue. Au moment où nous parlons, c'est-à-dire à la veille du congrès de Bois-Caïman, autour de 1790-1791, il n'y a pas moins de 500 000 nègres, 500 000 noirs, dont une partie est née à Saint-Domingue, les fameux créoles, mais dont la vaste majorité, quelque chose comme 60% de cette population d'esclaves, n'est-ce pas, 60% donc de cette population est arrivée de l'Afrique. Et là, il s'agit de entre 450 000 pour les plus conservateurs à 500 000 esclaves. La machine est bien huilée, la machine macabre, la machine terrible, la machine infernale de l'esclavage est bien huilée, puisque, comme je vous le dis, elle existe à Saint-Domingue depuis 1503. 1503, c'est le début du XVIe siècle. 1791, à l'approche du Bois-Caïman, donc c'est la fin du XVIIIe siècle, donc du XVIe siècle, donc du début du XVIe siècle, 1503, à la fin du XVIIIe siècle, ça fait déjà plus de 200 ans que la machine infernale de l'esclavage tourne déjà, et elle enrichit ni plus ni moins la France. Pour s'assurer que la machine continue de rouler, tout un arsenal va être mis au service de cette machine. Et quand je dis arsenal, je ne parle pas seulement d'armes militaires. Et souvent, les gens l'oublient. Les professionnels d'armes, les militaires, les gens armés, la police, l'armée, sont au service toujours d'idéologues. L'armée est toujours au service de l'argent. La politique est toujours au service de l'argent. Et donc, pour s'assurer que cette machine qui rapporte beaucoup d'argent à la France continue de rouler, eh bien, on a mis en place tout un arsenal. D'abord, un arsenal idéologique. Quand on dit arsenal idéologique, c'est d'abord un arsenal religieux. Je le rappelle, en ma qualité de théologien, la religion, enfin toute religion, mais la religion chrétienne en particulier, puisque là on parle de l'esclavage transatlantique, la religion chrétienne est d'abord une idéologie.
Jésus, c'est un égrégore au service d'une idéologie esclavagiste. Nos amis noirs qui se déclarent à tort chrétiens ne comprennent pas suffisamment, et c'est mon privilège de le leur dire, parce que j'étais là où ils sont aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore que le christianisme, c'est une idéologie au service de la machine esclavagiste occidentale. Et lorsque je réfère ici à l'arsenal mis en place par l'Empire français, n'est-ce pas? Quand on dit empire, il y a un pouvoir central qui est à Paris, avec des satellites, n'est-ce pas, un peu partout à travers le monde. Eh bien, l'Empire français va fonctionner grâce à un arsenal, mais un arsenal d'abord idéologique. On l'a vu dès la moitié du XVe siècle, le pape a donné sa bénédiction à l'entreprise de l'esclavage. Sous quel prétexte? Mais parce que le continent africain n'est pas vraiment géré par des États. Donc, puisque le continent n'est pas géré par des États, ben, nous qui sommes des États organisés, nous avons le droit d'entrer sur ce continent qui n'appartient techniquement à personne dans leur idéologie pernicieuse. Et ça va donner lieu à la doctrine de la découverte. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de la découverte? Si un Européen chrétien débarque sur un territoire habité, si ce territoire est habité par des peuples non chrétiens, eh bien ce territoire est considéré comme étant découvert par ce chrétien. Et il a le droit, n'est-ce pas, désormais de l'occuper, c'est un vol, vous me direz, et de réduire en esclavage et à perpétuité les peuples qui vivent sur ce territoire. Et c'est ce que l'Église catholique va faire. C'est ce à quoi l'Église catholique va servir, légitimer le vol du continent africain, légitimer le vol des ressources africaines, légitimer, n'est-ce pas, l'asservissement, c'est-à-dire le kidnapping des populations africaines. Et donc, le pape va dans cette bulle qu'on appelle Romanus Pontifex, le pape va donner sa bénédiction, il va légitimer. Et cette bulle, c'est vraiment un acte de légitimation de l'esclavage. Donc nous, les peuples chrétiens, lorsque le pape a écrit la bulle Romanus Pontifex, il a écrite cette bulle pour les Portugais, mais c'est tous les Européens qui vont appliquer cette bulle. Donc les Portugais, les Anglais, les Français vont entrer, et d'autres peuples, les Espagnols, vont entrer en Afrique. Ils vont piller au nom de la légitimité idéologique religieuse. Nous sommes des chrétiens et Dieu dans la Bible nous invite à dominer tous les peuples. Dieu dans la Bible nous invite à être la tête et non la queue. Nous avons le droit de réduire en esclavage les autres peuples parce qu'ils ne sont pas chrétiens. S'ils ne sont pas chrétiens, ils servent le diable, donc nous servons le vrai Dieu. Nous avons le droit, Bible en main, nous avons le droit de conquérir les autres peuples et de les réduire en esclavage à perpétuité. Quelques-uns, hélas, dans l'intention de défendre le christianisme, disent « Ah mais vous savez, ça c'est une perversion du christianisme. » Faux. Le judéo-christianisme, c'est une idéologie pro-esclavagiste.
le judéo-christianisme, c'est une idéologie qui fait la promotion de l'esclavage. En fait, le seul interdit qui existe en matière d'esclavage dans l'Ancien Testament, c'est qu'un juif ne doive pas réduire en esclavage un autre juif. Donc, le juif peut réduire en esclavage tout autre peuple, sauf un autre juif. Et donc, c'est permis. Et le christianisme ne condamne nullement l'esclavage. Saint Paul, au contraire, nous invite dans le Nouveau Testament à nous accommoder de l'esclavage, car ce qui compte, c'est la liberté spirituelle. Donc, je dis donc que la France, pour faire tourner la machine de l'esclavage, se sert de tout un arsenal. Le premier arsenal, c'est le premier outil, la première arme qu'on retrouve dans cet arsenal, donc c'est l'arme idéologique, la religion. Hein. L'Église, qui est faiseuse d'ordre mondial, donne sa bénédiction à l'esclavage. Et pour maintenir le nègre, pour maintenir le noir dans la suggestion, dans l'esclavage, donc on forme des prêtres qui ont pour mission d'enseigner la soumission, qui ont pour mission d'enseigner aux nègres l'acceptation de leur sort, parce que les Noirs sont maudits, et s'ils acceptent d'être soumis à leur maître blanc, dans le ciel, ils auront le paradis. Et peu importe l'endroit où vous vous rendez en Amérique, vous avez les mêmes prédicateurs, des catholiques, des jésuites, entre autres, et du côté protestant, vous avez des pasteurs qui, à leur tour, vont former ce qu'on appelle des curés de nègres. Et quand on dit des curés de nègres, c'est-à-dire on va choisir parmi les Noirs eux-mêmes des Noirs qui semblent être doués pour la parole, des Noirs qui semblent avoir une prédisposition pour la religiosité. On va les recruter, on va les former à leur tour pour qu'eux-mêmes continuent de catéchiser leurs contemporains, leurs congénères esclaves. Donc, quand on veut comprendre l'esclavage, il ne faut jamais détacher l'entreprise de l'esclavage de l'idéologie religieuse. L'esclavage n'aurait pas duré aussi longtemps si la religion n'était à son service. Et donc il y a, à part l'idéologie religieuse, il y a ce qu'on appelle la pseudo-science. Des gens qui se prennent pour les bien-pensants, des influenceurs d'une société. Et là, les philosophes, les professeurs, les gens de médias, les gens qui écrivent, des journalistes, des auteurs, eh bien, eux aussi sont là pour défendre la machine infernale de l'esclavage. Et vous notez que ceux qu'on appelle pompeusement des philosophes des Lumières, ils ne sont pas si éclairés que cela, puisque la plupart d'entre eux, pour ne pas dire l'écrasante majorité d'entre eux, défendaient l'esclavage parce qu'ils avaient des investissements dans l'esclavage. Donc, ouais, ils recommandaient peut-être une amélioration du sort de l'esclavage, mais très peu d'entre eux condamnaient l'esclavage en tant que tel. Pour quelle raison? Parce que le noir, de par sa condition, est plus proche de la nature que des humains, et c'est normal que des humains plus évolués, c'est normal que des humains plus éclairés, c'est normal que des humains plus civilisés en dominent d'autres. Et quand on dit humains plus civilisés, on entend les Blancs, les Européens, les Caucasiens, qui doivent dominer les autres, entendons les Rouges, les Amérindiens, qui doivent dominer les autres, entendons les jaunes, qui n'étaient pas moins traités, les asiatiques, et surtout les nègres, qui se retrouvent au bas de cette pyramide humaine. Et je dis c'est une pseudo-science parce que scientifiquement, on ne peut prouver que je suis inférieur à un blanc. Scientifiquement, on ne peut prouver qu'un asiatique est plus intelligent qu'un autre. Vous savez, aujourd'hui, on nous refile cette même connerie-là autrement. On nous refile une connerie voulant que les asiatiques soient presque génétiquement plus intelligents. Foutaise. Moi, j'ai étudié avec des asiatiques. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont nuls.
comme dans tous les peuples. Scientifiquement, on ne peut pas dire que les Blancs soient supérieurs, n'est-ce pas, aux Noirs. Foutaise. Vous êtes sûrement allé à l'école avec des Européens ou des Caucasiens, mais s'ils étudient, ils obtiennent de bonnes notes. S'ils n'étudient pas, ils coulent. Voilà. Et les Noirs ne sont pas inférieurs, pas plus qu'ils ne sont supérieurs. Les Noirs sont des humains. Et cette affaire de noir, de blanc, de jaune, de rouge, c'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces pour justifier l'esclavage. Le racisme est créé après l'esclavage. Le racisme est venu en soutien à l'esclavage. Pour justifier l'esclavage, il faut dire pourquoi les Blancs ont le droit de réduire en état de choses les autres peuples. Alors là, la pseudoscience dit c'est parce que le cerveau des Noirs est plus petit que le cerveau des Blancs, des conneries comme ça, et que phénotypiquement, le noir est plus près du singe, etc. C'est des conneries. Et il faut résister à cela. Mais pendant toute l'époque de l'esclavage, mais c'est ce qui était diffusé dans les livres, c'est ce qui était diffusé dans les journaux, c'est ce qui était diffusé dans les arts. Quand je dis les arts, le théâtre, la peinture, n'est-ce pas? Donc, toutes ces poches artistiques-là étaient mises au service de l'entreprise infernale de l'esclavage. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Donc, je vous ai parlé de l'idéologie religieuse qui est dans l'arsenal de l'esclavagiste français. Je vous parle de l'idéologie pseudo-scientifique qui est dans l'arsenal, mais il y a aussi les armes. Les Européens se sont toujours entretués. Ils ont consacré toute leur histoire à se battre entre eux parce qu'ils ont un tout petit territoire. Géographiquement parlant, l'Europe n'est même pas un continent, c'est un sous-continent. Si vous regardez d'une part la définition d'un continent dans un dictionnaire de géographie, mais l'Europe n'est pas un continent, mais c'est un tout petit territoire pour une population immense. Et puisque les Européens ont toujours fait face à des problèmes de territoire, à des problèmes de nourriture, à des problèmes économiques, ils ont passé leur vie à se battre. Et quand on passe des millénaires à se battre, mais on a une expérience de la guerre, on a une expérience dans l'art de tuer les gens. Et donc, les Européens ont pu entrer en Afrique et subjuguer nos populations, mais parce que eux, ils ont passé leur vie à se battre, ils ont raffiné leur méchanceté dans l'art de tuer. Donc, il y avait, dans l'arsenal européen, les armes, donc l'outil militaire. Et il y avait aussi, dans cet arsenal-là, tout l'outillage économique. Je vous l'ai dit au début de l'émission, la guerre se fait toujours pour des ressources. Dès que vous entendez le mot guerre quelque part, dès que vous entendez le mot conflit quelque part, sachez qu'il y a l'économie à la base. Les humains ne se font pas la guerre pour des raisons nobles. Il n'y a pas de guerre juste. Il n'y a pas de sainte guerre. On retrouve la formule guerre sainte dans la Bible. C'est les chrétiens qui sont les premiers à utiliser la formule guerre sainte. Lors des croisades, le pape disait qu'il faut aller en guerre contre les sacrés musulmans qui ont envahi, n'est-ce pas, la terre sainte. Dieu le veut. Donc, Deo volte. Mais quand on prend le temps d'enlever, n'est-ce pas, toute cette gang
toute cette intoxication langagière, mais on découvre que derrière les croisades, il y avait surtout un souci de l'Église de faire main basse sur les ressources, n'est-ce pas, des peuples arabo-musulmans. Ils étaient très développés en art, ils étaient très développés en sciences. Hein. N'oublions pas que beaucoup de peuples africains étaient musulmans. Eh bien, dans leur spiritualité, ils ont développé l'art. Et donc, derrière le prétexte religieux, il y avait le souci économique. Donc, dans l'arsenal français pour faire tourner la machine de l'esclavage, il y a l'idéologie religieuse, il y a l'idéologie pseudo-scientifique, il y a l'armée, mais il y a aussi l'argent. Au fait, tout ça, c'est au service de l'argent. Tout ça est au service de l'argent. Au fait, on est allé en Afrique parce que l'Europe avait des problèmes économiques. Et je vous ai dit que ces 500 000 nègres qui travaillaient de l'aurore au crépuscule enrichissaient la France. La France est devenue un État riche à cause de l'esclavage, et en particulier à cause de l'esclavage pratiqué à Saint-Domingue, qui n'était rien de moins, c'est la formule qu'ils utilisaient, que la perle des Antilles. Pas la perle des Antilles pour nous les Noirs, pour nos ancêtres, pas la perle des Antilles pour nous les descendants d'esclaves, c'était la perle des Antilles pour l'Europe, pour la France. Saint-Domingue était le premier fournisseur mondial de café, Saint-Domingue était le premier fournisseur mondial de sucre. Tous les consommateurs de sucre et les consommateurs de café en Europe, n'est-ce pas, consommaient ce qui arrivait de Saint-Domingue, et pour maintenir cette machine-là, on ne négligeait rien, on ne lésinait sur rien. On catéchisait l'esclave. Dès son arrivée à Saint-Domingue, l'esclave était pris en charge par les prêtres, car 8 jours plus tard, il devait être converti et baptisé au christianisme. Il s'était baptisé debout. Toute la législation, le Code noir, était conçue pour faire comprendre à l'esclave qu'il n'est plus un citoyen, qu'il n'est plus un humain, mais qu'il est une chose. Et il était compté parmi les biens meubles, n'est-ce pas, du maître, parmi le cheptel du maître. Et on l'humiliait par des punitions physiques, on l'humiliait par toutes sortes de manœuvres psychologiques. Et donc, à l'approche de 1791, la machine de l'esclavage huile et tourne, n'est-ce pas, enfin, elle est huilée, cette machine-là, elle tourne à plein régime depuis plus de 200 ans. Depuis plus de 200 ans. Mais attention, c'est pas parce que cette machine est bien huilée, qu'elle tourne à plein régime depuis plus de 200 ans, qu'il faut accepter ou ni laisser entendre ce mensonge qui est circulé, qui circule, qui est véhiculé donc par les maîtres esclavagistes, à savoir que l'esclavage acceptait son sort. Faux. Depuis sa captivité en Afrique jusqu'à sa déportation en Amérique, l'esclave se battait. D'abord, il n'acceptait pas son statut d'esclave. Beaucoup d'entre eux étaient des citoyens libres, des gens élevés en dignité dans leur pays. Ils se battaient, et ce n'est que par la force qu'on l'a pris et qu'on l'a jeté sur le négrier. Et généralement, ils se jetaient à l'eau. Les femmes se faisaient avorter si elles étaient enceintes. Elles se jetaient aussi à l'eau. Et dans le bateau qui les conduisait de l'Afrique jusqu'en Amérique, il y avait plein de révoltes. Les esclaves se battaient contre les Blancs. Et si vous voulez avoir une idée, il y a un film très historique qui est tourné sur l'une des révoltes réussies d'esclaves sur le bateau. C'est le film Amistad, entre autres. Et lorsque le nègre arrive, n'est-ce pas, en Amérique, beaucoup d'entre eux
prenaient la fuite immédiatement. C'est ce qu'on appelle les marrons. Et le marronnage a existé partout où il y a eu esclavage. Dès que le nègre arrive, eh bien, il prend la fuite. Il va vivre dans les hauteurs. Parce qu'il dit, moi, je ne suis l'esclave de personne, je ne suis la propriété de personne, et jamais je n'accepterai de travailler pour les autres sans une rémunération. La majorité donc de ceux qui sont arrivés en Amérique ou qui sont nés en Amérique en tant que nègres sont dans cette entreprise de l'esclavage. Mais au sein même de cette machine, il y avait des révoltés. Il y avait des révoltés, hommes et femmes. Hein? Et vraiment, il faut éviter le sexisme ici, il faut éviter de croire que quand il y a révolte d'esclaves, que ce soit à Saint-Domingue ou ailleurs, à la Jamaïque ou bien à la Martinique, partout, n'est-ce pas, qu'il y a eu révolte d'esclaves, ou même aux États-Unis, c'était une affaire d'hommes. Non, 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 pas du tout. Ce sexisme-là, qui semble être ambiant aujourd'hui, qui semble être accepté de tous, c'est plutôt un produit du judéo-christianisme. C'est dans le judaïsme que la femme est traitée en inférieure à l'homme. C'est dans le christianisme que la femme ne peut enseigner à l'homme. Dans la culture africaine, dans les civilisations africaines, pensons à l'Égypte, pensons au Mali, pour ne citer que ces cas-là, eh bien, les femmes sont des souveraines autant que des hommes et il n'y a pas ce complexe d'infériorité qui est enseigné à la femme, n'est-ce pas, comparé à l'homme, ou ce complexe de supériorité qui est enseigné à l'homme par rapport à la femme. Non. Donc, dans les tentatives de révolte, dans les tentatives de soulèvement qu'on retrouve à Saint-Domingue, eh bien, ces soulèvements-là sont menés autant par des femmes que par des hommes. Dans notre histoire, on entendra parler de Tante Toya. Dans notre histoire, on entendra parler, n'est-ce pas, de Cécile Fatiman, dont je vais parler tout à l'heure lorsqu'on va s'approcher du bois Caïman. On entendra parler de Sanit Belair, pour ne citer que ces femmes-là. Et il y a eu donc plusieurs tentatives de révolte. Et l'une d'entre elles, l'une de ces tentatives de révolte, est celle qui est menée par Macandal. Macandal, c'est probablement un vétérinaire aujourd'hui, quelqu'un qui connaît les feuilles, mais c'est surtout un Wungan, ça veut dire un connaisseur des traditions spirituelles africaines. Et c'est un homme qui fut élevé en dignité malgré le fait qu'il fut esclave, car il est devenu cocher. Retenez bien ce titre-là, car toutes les révoltes à Saint-Domingue vont être conduites, les révoltes qui réussissent, j'entends, vont être conduites généralement par des cochers. Qu'est-ce que c'est qu'un cocher? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons revoir la manière dont l'esclavagiste a divisé les esclaves dès qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à Saint-Domingue. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Le blanc esclavagiste est à ce point pernicieux qu'il sait que pour maintenir la machine de l'esclavage, il doit dresser les esclaves les uns contre les autres, de manière à ce que chaque esclave en envie un autre, sans regarder au blanc qui les a tous mis dans cette situation.
Quand on dit esclaves, la majorité d'entre eux sont des nègres de jardin. Ça veut dire des gens qui travaillent dans les champs, dans les plantations de coton, dans les plantations de café, dans les plantations de canne à sucre. Ceux-là, ils portent tout le poids de l'économie de la métropole sur leurs épaules. Ils travaillent de l'aurore au crépuscule, 9 fois sur 10 en haillons. Même ce qu'ils portent en tant que tissu est prévu par le code noir, car l'esclave ne peut pas porter n'importe quel tissu. Vous savez, un vêtement, c'est un marqueur social. Et puisque la société esclavagiste repose sur la discrimination et sur l'ostracisme, sur l'exclusion, eh bien cela doit se voir même dans le type de vêtements qu'on porte. Et le code noir va jusqu'à prescrire au maître d'esclaves quel type de vêtements doit porter l'esclave, combien d'aunes de tissu doit être consacré pour la confection de ces vêtements. Donc l'esclave travaillait dans le jardin 9 fois sur 10 pieds nus, d'où l'expression en créole gros orteils, c'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas raffiné, quand quelqu'un n'est pas, n'est-ce pas, quand quelqu'un n'a pas la finesse de la civilisation, on va dire à lui c'est un gros orteil, ça remonte à cela, parce que nos ancêtres qui travaillaient dans les jardins 9 fois sur 10 travaillaient pieds nus, parce que, mais écoutez, ce qu'on leur fournissait comme chaussures rapidement étaient usées, bien, ils travaillaient pieds nus, ils travaillaient torse nu, ils travaillaient, n'est-ce pas, avec leur chapeau. Bon. Et donc la majorité d'entre eux étaient des esclaves de jardin. À côté des esclaves de jardin, il y avait l'esclave à talent. L'esclave à talent, c'est l'esclave qui arrivait, n'est-ce pas, de l'Afrique avec un métier, qui était charpentier, entre autres, n'est-ce pas, et qui aidait son maître à construire des maisons. Et celui-là, cet esclave-là, mais il était mieux traité. Parce que mais déjà, il n'était pas dans les champs, il accompagnait le maître et certaines fois, il bénéficiait même d'une rémunération pécuniaire de la part du maître, ce qui va souvent permettre à l'esclave à talent d'avoir un certain pécule, ce qui lui permettra de s'acheter un petit bout de jardin, etc. Bon. Cela va sans dire que l'esclave de jardin enviait l'esclave à talent. Il n'y avait pas seulement l'esclave à talent, il y avait l'esclave de maison. L'esclave de maison, c'est d'abord la femme ou l'homme qui faisait à manger pour le maître, parce qu'il y avait autant de bons cuisiniers que de bonnes cuisinières. L'esclave de maison, c'est la femme qui sert de mère nourricière pour l'enfant de la blanche, parce que la blanche ne veut pas nourrir de son sein son propre enfant. Et donc, elle va confier à l'esclave de maison le devoir de nourrir de son sein, d'où l'expression mère nourricière, qui donne le mot nurse en anglais. C'était d'abord ça, l'infirmière, c'est la femme nourricière. L'esclave de maison était enviée par l'esclave de jardin parce que l'esclave de maison, souvent, elle mangeait les miettes qui arrivaient de la table
de son maître. Hein. Déjà, mais elle n'était pas exposée au soleil, etc. Donc elle avait accès à la table du maître, elle avait accès aux conversations du maître. L'esclave de maison, c'est aussi des esclaves musiciens. Vous savez, plus on avait d'argent, plus on avait de l'argent, plus on était riche comme propriétaire d'esclaves, plus fallait-il faire d'ostentation de sa richesse. Il fallait prouver qu'on était riche. Et comment on le prouvait? Mais on avait une grande maison, une grande case. La grande case, c'était la case du maître. Et si d'aventure, dans cette case-là, dans la maison du maître, il y avait des esclaves qui jouaient de la harpe, il y avait des esclaves qui jouaient du violon, en plus des esclaves bien habillés. Hein? Attention, parce que l'esclave de maison devait être bien vêtu, c'était un signe de la richesse du maître. Donc, comprenez, l'esclave de jardin enviait non seulement l'esclave à talent, mais il enviait surtout le nègre de maison. Le nègre de maison était souvent perçu comme un traître. Hein? Et aujourd'hui encore, quand un noir traite un autre de nègre de maison, ça veut dire que c'est un nègre qui, parce qu'il a accès au maître, trahit les siens. Et donc on va dire, ah, celui-là c'est un nègre de maison, c'est-à-dire c'est un vendu. Lui, il oublie qu'il est esclave, parce qu'il est esclave quand même. Il oublie qu'il est noir, parce que ce qui l'intéresse, ce qui le flatte, c'est d'être proche du maître. Et c'est souvent parmi ces esclaves de maison que le maître d'esclaves va faire un petit nègre. Hein, parce que là, vous avez une belle femme noire qui te fait à manger, une belle femme noire qui est à ton service, une belle femme noire qui a accès à toi. Et bien, ben voilà, 9 fois sur 10, eh bien, le maître de l'esclave va la violer. Car les mulâtres, les métis, les affranchis ne sont pas le produit de l'amour entre l'esclavagiste blanc, le maître d'esclaves blanc, et la négresse noire. Et souvent, on nous présente la chose de manière romancée, on nous présente la chose de manière édulcorée. Pas du tout, hein? Pas du tout. C'était des viols, car pensez-vous qu'il puisse y avoir consentement entre le maître et la femme, la négresse? Pas du tout. Donc, il veut ton corps, d'ailleurs tu es sa chose, mais tu lui donnes ton corps et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et là encore, ces pratiques de viol donnent naissance à une formule qui est devenue l'insulte la plus choquante pour un Haïtien, le colon guette ta mère. Si un Haïtien est véritablement fâché contre toi, tu dois t'attendre à ce qu'il te dise que le colon guette ta mère. Quand il est fâché, c'est ça. Mais c'est de là que vient cette formule, le colon guette ta mère. Parce que le colon, n'est-ce pas, épiait les fesses de la négresse. Il épiait, n'est-ce pas, les seins de la négresse. Il épiait les belles lèvres de la négresse. Et quand son instinct sexuel, animal, est poussé à son paroxysme, il la baise, cette négresse. Et de cette relation basée sur le viol naîtront les mulâtres. Et dès que le blanc regarde une négresse, eh bien, on dit, ah, il est en train d'épier, il est en train de guetter ta mère. Et on sait ce qui s'ensuit. Quand l'haïtien te dit que le colon guette ta mère, c'est pas compliqué, il te lance ça au visage, tu lui pètes la gueule parce que on est traumatisé par ce viol-là que nos mères, que nos aïeuls ont subi de la part du colon. Et donc vous notez que l'esclave de plantation envie l'esclave à talent, l'esclave à talent envie le nègre de maison. Et il y a une autre catégorie d'esclaves, c'est le cocher. Le cocher, c'est celui qui conduit le maître. C'est son conducteur, c'est l'équivalent de son chauffeur de taxi. Vous savez, il fallait prouver qu'on est riche en ne conduisant pas soi-même
sa charrette. Il fallait prouver qu'on est riche en confiant, si vous voulez, ses commissions à un esclave qui, lui, connaît toute la colonie, à un esclave qui, lui, passe de plantation à plantation. Le cocher est même une coche plus haut que le nègre de maison. Parce que le cocher, lui, il a toute la confiance du maître. Le cocher, parfois même, a une procuration pour représenter son maître lors des négociations d'affaires. Imaginons que le maître, là, doit aller négocier l'achat de tel terrain, de telle plantation, n'est-ce pas, dans une autre province. S'il ne peut pas se déplacer, il va donner une procuration à son esclave cocher, qui, lui, a le droit de se promener d'une plantation à une autre, ce qui n'était pas permis par le Code noir. Pour se promener d'une plantation à une autre, il fallait avoir un sauf-conduit, il fallait avoir un passeport. Et donc, le cocher, lui, c'était un privilégié au niveau de son accessibilité au maître, un privilégié au niveau de la confiance que le maître a placée en lui, un privilégié en ce qu'il avait la procuration pour représenter le maître, un privilégié en ce que 9 fois sur 10, il savait lire et écrire, parce qu'il pouvait signer au nom du maître, un privilégié en ce qu'il était muni d'un passeport pour se promener d'une plantation à une autre. Donc vous notez comment l'esclavagiste divisait les esclaves et les dressait les uns contre les autres pour s'assurer qu'ils ne s'entendraient jamais pour faire une révolution. Et ça, c'est au niveau de la répartition du travail de l'esclave. Mais l'esclavagiste euro-chrétien continuait à diviser les esclaves en fonction d'ethnie. Il dressait les ethnies les unes contre les autres. Il disait par exemple des Aladas qu'ils étaient des mangeurs de chiens, ce qui est une insulte pour quelqu'un qui arrive du Dahomey. Et les autres esclaves, par exemple, qui voulaient insulter les Aladas, vont les traiter effectivement de mangeurs de chiens. Les Aladas vont traiter les Congos de grossiers, ça veut dire d'imbéciles, etc. Et vous notez que non seulement il y avait ces divisions ethniques, il y avait aussi les divisions du langage. Dans le nord, dans une certaine partie du Cap, on retrouvait beaucoup d'Aladas qui parlaient donc les Wéfons. Dans d'autres plantations, on va trouver d'autres esclaves qui vont arriver d'autres ethnies et qui ne parlaient pas le même dialecte que les autres. Donc, on s'assurait ainsi que les esclaves jamais ne s'entendraient. Et pire, si on prenait en captivité une même famille, c'est le cas des parents de Toussaint Louverture. Le père de Toussaint Louverture, Hippolyte, était pris en captivité avec sa femme et des enfants. Dès que ces gens-là sont pris en captivité, n'allez pas croire qu'on va les garder sur les mêmes plantations. On va vendre le père à un maître, on va vendre, n'est-ce pas, la femme à un autre maître, et même les enfants vont être séparés. C'est ainsi, par exemple, que le père de Toussaint Louverture a été amené captif au même moment que sa première femme. Mais sa femme a été vendue dans le sud, à l'autre bout du pays. Ils avaient déjà, ces deux-là, le père de Toussaint Louverture, Hippolyte et sa femme de mémoire Afiba, d'autres enfants. Chaque enfant va être vendu dans une partie du territoire et Hippolyte va être encouragé à épouser une autre femme, de laquelle naîtront Toussaint Louverture et ses frères. Et Toussaint va devenir, comme on le saura plus tard, n'est-ce pas, le premier personnage de la colonie. Et puis là, il va se lancer dans des recherches minutieuses pour retrouver ses premières demi-sœurs, qu'il finira par retrouver à l'autre bout, n'est-ce pas, de la colonie dans le sud. Et cette demi-sœur va épouser un Chancy. C'est ainsi donc que les Chancy, je connais beaucoup de Chancy, dont mon bon ami Junio Chancy du Cap,
eh bien, c'est ainsi que les Chancy sont de véritables descendants de Toussaint Louverture, bon, pour citer cet exemple-là. Et revenons donc à la famille de Toussaint Louverture. Hippolyte Louverture est prise en captivité en même temps que sa première femme, mais chacun va être vendu à un bout du pays. Généralement, la femme va rester plus fidèle que l'homme, n'est-ce pas, à l'idée du mariage. La première femme de Toussaint Louverture ne va jamais, n'est-ce pas, prendre un autre homme. Et lorsqu'elle a appris que son mari, Hippolyte, n'est-ce pas, est dans la colonie lui aussi, mais qu'il est dans le nord, elle a tout fait pour retrouver, n'est-ce pas, son ancien mari, mais quel a été son choc lorsqu'elle a entendu dire que Hippolyte, non seulement a pris une nouvelle femme, mais qu'il a eu d'autres enfants. Elle est morte donc de chagrin. Donc, vous notez comment l'esclavage, et c'est ce qui marque Toussaint Louverture. Je suis en train de travailler sur une biographie de Toussaint Louverture. Ce qui marque Toussaint Louverture, c'est justement cette affaire. À chaque fois que Toussaint Louverture va parler de l'esclavage, il va le détester pour cette raison en particulier, parce qu'il dit l'esclavage divise les familles et sépare les frères d'avec les sœurs. Et Toussaint Louverture va combattre l'esclavage en raison de ce traumatisme personnel de son père qui a dû se séparer de force d'avec sa première femme, qu'il ne retrouvera que plus tard, et cette dernière mourra de chagrin lorsqu'elle apprendra que son mari, qu'elle aimait véritablement, a pris une autre femme. Et Toussaint va mettre beaucoup d'énergie à retrouver ses autres sœurs que l'esclavage lui avait prises. Donc vous notez comment on nous divisait par la répartition des tâches, on nous dressait les uns contre les autres, de manière à s'assurer, du point de vue du maître d'esclaves, que jamais l'esclave ne se révolterait. Et donc il y avait le cocher. Je vous disais que toutes les révoltes qui vont réussir à Saint-Domingue seront menées par des cochers. Et ça, pour moi, c'est important. Je vous ai montré que le cocher est un privilégié. Il est un privilégié comparé aux nègres de maison. Il est un privilégié comparé aux nègres de talent. Il est un privilégié comparé au commandeur. Tenez, j'oubliais de vous parler du commandeur. Qu'est-ce que c'est que le commandeur? Le commandeur, c'est un esclave, tout comme les autres, à qui le maître d'esclaves remet un bâton ou un fouet pour punir les autres esclaves et pour les mettre au pas. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin,
à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. À un moment donné, ce n'est plus le blanc qui fouettait les esclaves ou les autres esclaves noirs. Il confiait les punitions physiques à un autre esclave qu'il appelait le commandeur. Donc les esclaves de jardin détestaient les commandeurs. Ils ne voyaient pas le commandeur comme un outil qui est utilisé par le maître d'esclaves pour se faire oublier, car qui est-ce qui me fouette? C'est le commandeur. Donc plutôt que de détester le blanc, je déteste le commandeur. Mais derrière le commandeur, il y a le blanc qui a mis le fouet entre ses mains. Donc, entreprise terrible que celle de l'esclavage. Et donc le cocher, c'est un privilégié qui a accès à la confiance du maître, qui bénéficie d'une procuration de la part du maître, qui peut se promener d'une plantation à une autre, qui est muni d'un passeport, etc. Et donc la première révolte qui va réussir à Saint-Domingue, en termes d'organisation, c'est la révolte de Macandal. Parce que Macandal, c'est un cocher. Il faut prendre le temps d'analyser le statut du cocher pour mieux comprendre pourquoi une révolte conduite par un cocher a de plus grandes chances de réussir et va réussir effectivement, comme nous le verrons à Bois-Caïman. Donc pourquoi donc une révolte menée par un cocher a de plus grandes chances de réussir qu'une autre révolte? Mais avant de répondre à cette question, il nous faut réfléchir sur le statut du cocher. Donc vous notez que le cocher, c'est un privilégié. Contrairement à ce que veut le maître, c'est-à-dire faire en sorte que le cocher soit tellement proche de lui qu'il en oublie la situation de ses frères. C'est pour ça, quand le maître d'esclaves qui pratique le machiavélisme, c'est-à-dire diviser pour régner, choisit un nègre parmi les autres nègres, il le fait de telle sorte que ce nègre-là s'estime si privilégié qu'il prenne cette distance avec les autres. Mais les cochers, malgré le fait qu'ils sont des privilégiés, ne se considéraient jamais différemment des autres esclaves. Ils étaient solidaires des autres esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable dans l'histoire des révoltes, dans l'histoire des soulèvements, lesquels soulèvements vont conduire à l'indépendance. Les soulèvements à Saint-Domingue sont conçus, préparés et mis en place par des privilégiés. C'est pour ça que je dis toujours, en ma qualité d'historien, que quand on veut faire une révolution, quand on veut provoquer un changement dans une société, cette révolution, ces changements-là doivent être conçus par les élites. Moi, je suis de l'école de Jean Price-Mars, qui veut que les élites aient un rôle fondamental dans une société. Quel est ce rôle? Celui de tirer leur collectivité vers le haut. Le cocher est un esclave privilégié, mais malgré le fait qu'il est un esclave privilégié, il est resté solidaire des autres esclaves dans le sens qu'il veut provoquer une révolution, qu'il veut provoquer un soulèvement. Il aurait pu se contenter de son sort. Il mange mieux que les esclaves de jardin. Il n'est pas soumis à la même rigueur au niveau du travail que les esclaves de jardin. Il est mieux habillé que les esclaves de jardin parce qu'il représente le maître. 9 fois sur 10, il sait lire et écrire car il doit représenter le maître lors des transactions.
Donc c'est ça une élite. Mais malgré le fait que c'est une élite, pour reprendre, n'est-ce pas, l'expression d'Antonio Gramsci, le cocher ne se comporte pas comme une élite traditionnelle qui ignore, n'est-ce pas, ses frères et sœurs. Le cocher se comporte, dans les termes de Gramsci, comme une élite organique, c'est-à-dire qui prend fait et cause pour les siens. Et si aujourd'hui la révolution haïtienne tant souhaitée, le renversement du système tant souhaité par tous les Haïtiens n'aboutit pas encore, c'est parce que nous avons des élites traditionnelles qui se contentent de jouir de privilèges, qui se contentent, n'est-ce pas, de maintenir leur position, mais qui ne sont pas des élites organiques, dans le sens que ce ne sont pas des élites qui prennent fait et cause pour les masses et qui s'engagent à côté d'elles. Il n'y a pas de changement dans une société si les élites de cette société ne se décident à prendre fait et cause pour la majorité. Et c'est vrai pour la Révolution américaine, c'est vrai pour ce qui s'est produit au Québec dans les années 60, c'est vrai pour Saint-Domingue, n'est-ce pas? Saint-Domingue de la fin du XVIIIe siècle qui va, n'est-ce pas, connaître une révolution, c'est parce que les élites, au niveau des esclaves, les élites parmi les Noirs ont pris fait et cause pour les masses. Et je vous ai dit que parfois le cocher disposait d'un pécule, le cocher recevait de temps en temps un certain montant d'argent qui peut même lui permettre au cocher, n'est-ce pas, de louer une plantation sur laquelle d'autres esclaves vont travailler. C'était le cas pour Toussaint Louverture. Les cochers parmi les Noirs représentaient une élite économique. Il y avait dans le Grand Nord d'Haïti environ 1 millier de Noirs qui étaient soit locataires de plantations ou parfois même soit propriétaires de petits lopins de terre qui leur étaient consentis par leur maître parce que bon, avec le temps, leurs maîtres ont réalisé que ces esclaves-là sont suffisamment intelligents, ils sont assez fiables, je peux leur confier, n'est-ce pas, la gestion d'un certain lopin de terre. Toussaint Louverture, tandis qu'il était esclave à Breda et que Bayon de Liberta était, si vous voulez, le gestionnaire. Bayon de Liberta n'était pas le propriétaire de la plantation où se trouvait Toussaint Louverture à Breda, il en était le gestionnaire, mais avec le temps, la confiance s'est installée de manière telle entre Bayon de Liberta et Toussaint Louverture que ce dernier a eu un pécule grâce auquel il va acheter, il va plutôt louer une plantation sur laquelle vont travailler d'autres esclaves, dont des salines. Et souvent, là, il y a une déformation quand on dit que Toussaint Louverture avait des esclaves. Non, Toussaint Louverture était un homme d'affaires qui louait une plantation sur laquelle, car il fallait faire travailler, n'est-ce pas? Il fallait rendre prospère cette plantation-là qu'il avait louée. Eh bien, pour la rendre prospère, il fallait bien qu'il y ait des gens qui y travaillent, et des gens qui travaillaient sur ces plantations, c'était des esclaves noirs. C'est comme ça que les choses se faisaient. Et c'est pas impossible que Dessalines ait travaillé sur l'une de ces plantations louées par Toussaint Louverture. Mais fermons cette parenthèse-là. Et donc, concentrons-nous sur la question que je viens de vous poser, à savoir pourquoi les révoltes lancées par les cochers réussissaient. Première raison, c'est parce que les cochers connaissaient bien la colonie. Pour lancer une révolte et faire réussir cette révolte, il faut avoir une connaissance topographique. D'ailleurs, même dans l'art de la guerre, on ne peut gagner une guerre sans une connaissance des lieux. Et souvent, une armée puissante va perdre la guerre, va perdre une bataille parce que cette armée-là ne connaît pas les lieux. Eh bien, le cocher, précisément parce qu'il a l'habitude de sillonner la colonie avec son maître, il finit par avoir une connaissance parfaite de la colonie. C'est le cas de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture connaissait littéralement par cœur
toute la colonie, d'ouest en est, du nord au sud. Il connaissait la colonie pour avoir été cocher. Donc, un cocher connaît les lieux, il connaît les plantations. Et puisqu'il connaît les lieux parce qu'il a le droit, muni d'un passeport, de se promener d'une plantation à une autre, eh bien, il a l'occasion d'établir un réseau. Ça, c'est important, les amis. On ne fait pas de révolution, on ne fait pas de révolte si on n'a pas un réseau pan-national. Les cochers, parce qu'ils passaient d'une plantation à une autre, parce qu'ils passaient d'une province à une autre, parce qu'ils passaient d'une région à une autre, n'est-ce pas? Et 9 fois sur 10, eh bien, ils devaient dormir dans une autre région aussi. Ils finissent par avoir un grand réseau de connaissances. Pour que la révolution haïtienne ait réussi, eh bien, les diverses régions devaient être reliées par des têtes de pont. Et les têtes de pont, c'était nul autre que des cochers, parce que, comprenons bien, hein, le Code noir de Colbert faisait interdiction à un esclave d'aller sur la plantation d'un autre esclave. S'il le faisait, cet acte-là était punissable de sévices corporels. On pouvait t'arracher une oreille, on pouvait t'arracher un bras, on t'arrachait une jambe. C'est ainsi, par exemple, qu'il y avait une femme du nom de Zabeth, quand je vous ai dit que les révoltes à Saint-Domingue n'étaient pas menées seulement par des hommes. Il y avait une femme du nom d'Élisabeth, n'est-ce pas, qu'on appelait affectueusement Zabeth. Elle s'est sauvée une première fois, on lui a arraché une oreille. Une deuxième fois, on lui a arraché un bras. Une autre fois, on lui a arraché une jambe, etc. Donc, et pour éviter de subir ces sévices-là, seul un cocher pouvait se promener d'une plantation à une autre. Parce que le cocher, il avait le passeport de son maître, donc il connaissait les gens. Et avec le temps, le cocher tissait sa toile d'araignée grâce à sa connaissance des lieux, grâce à son réseau relationnel. Il mettait en place un réseau de communication, un réseau de renseignement. Ça me fait rire. Quand je vous ai dit qu'Haïti, l'Haïti actuelle n'est pas un État, quand je vous dis que l'Haïti actuelle n'est pas une nation, c'est évident qu'Haïti, l'Haïti d'aujourd'hui, l'Haïti de Jovenel, l'Haïti d'Ariel Henry, surtout l'Haïti de Jovenel, mais l'Haïti post-Duvalier, l'Haïti post-armée, parce que l'armée haïtienne a été démantelée, n'est pas une nation. On ne peut avoir un État sans un réseau de renseignement. Le mec a été assassiné, Jovenel Moïse, je déplore son assassinat, mais en raison aussi de son imbécilité, il est chef d'État, mais il ne dispose pas d'un réseau de renseignement à travers le pays. Or, les cochers ont pu mener des révoltes réussies parce que grâce à leur connaissance des lieux, grâce à leur réseau relationnel, ils pouvaient tisser un réseau d'informateurs. Quand Toussaint Louverture est devenu commandant en chef des armées et plus tard gouverneur, n'est-ce pas, de Saint-Domingue, cet homme-là était au courant de tout. Parce qu'en tant qu'ancien cocher, il avait cultivé le réflexe de réseau de renseignement basé par des agents dormants, des informateurs qui lui disaient tout. Et c'est ça la force d'un cocher. Sur telle plantation, il avait tel autre cocher qui lui disait ce que faisait le maître, quand est-ce que le maître allait en voyage en France, quand est-ce que le maître allait en voyage aux États-Unis, quand est-ce que le maître allait en voyage à Cuba, etc. Grâce à sa proximité, n'est-ce pas, du maître, il savait aussi ce qui se faisait en France, parce que les propriétaires d'esclaves discutaient de ce qui se passait à Paris, et donc le cocher était au courant. Et il va utiliser son réseau de renseignement, son réseau d'information
pour combattre le système de l'esclavage. Et mieux, puisque le cocher, c'était le chauffeur du maître, eh bien, quand le maître voyageait, mais il voyageait souvent avec des fusils, des armes, n'est-ce pas, pour se protéger, etc. Les propriétaires d'esclaves, souvent avaient, n'est-ce pas, des armes. Et qui transportait ces armes-là? Et qui connaissait donc les cachettes de ces armes-là? C'est encore les cochers. Donc, il n'y avait pas meilleur esclave. Pour préparer une révolution, pour préparer un soulèvement que le cocher. Il connaissait les lieux, il avait un grand réseau relationnel, il disposait d'un système de renseignement, il avait la confiance du maître et il pouvait préparer minutieusement la révolte. Donc le premier cocher qui va lancer une révolte, c'est Macandal. Ironiquement, Macandal travaillait à peu près dans la même région qu'un Toussaint Louverture. Lui, puisqu'il était cocher, il utilisait, comme connaisseur des plantes médicinales, il utilisait des poisons pour en venir à bout du système esclavagiste. C'est ce qu'on appelle bout à blanc. Quand un esclave te disait bout à blanc, ça veut dire empoisonnons les blancs. Macandal disait il faut en venir à bout des blancs. Et puisque les blancs ont des fusils, ils ont des poudres à canon que nous ne maîtrisons pas, nous ce que nous maîtrisons c'est la connaissance des plantes. Nous allons utiliser les plantes pour empoisonner les sources d'eau, pour empoisonner les aqueducs, pour empoisonner, n'est-ce pas, les blancs dans leur propre maison, car rien à faire. Le blanc est à ce point méchant qu'il faut en venir à bout, bout à blanc. Ce Macandal était un cocher. Il connaissait du monde. Il pouvait profiter du manque de vigilance du blanc vis-à-vis de lui pour créer son réseau. Et vous savez, Macandal a eu le temps, parce qu'il connaissait les plantes, parce qu'il avait un réseau, d'empoisonner une bonne quantité de malfaiteurs blancs, une bonne quantité d'esclavagistes, parce qu'il avait un réseau. On le sait, Macandal sera piégé, il sera capturé, il mourra sur un bûcher. Mais il avait dit aux gens, écoutez, si je meurs, c'est pas grave. Je me transformerai en mouche, je me transformerai en maringouin pour retourner dans l'Afrique natale. Et là, la légende veut que lorsque Macandal était sur le bûcher, eh bien, il y a eu une secousse et tout à coup, on a vu passer une mouche, on a vu passer un maringouin conformément à l'autoprophétie ou à la prophétie réalisatrice de Macandal, et les gens ont dit « Macandal sauvé ». Macandal s'est sauvé. Et la révolte de Macandal, ironiquement, a eu lieu 33 ans, année pour année, jour pour jour, avant la cérémonie du bois caïman. 33 ans, puisque la cérémonie du bois caïman a eu lieu 33 ans après la révolte de Macandal, les Toussaint Louverture étaient déjà nés. Toussaint Louverture, selon son propre reportage, a dit qu'il avait autour de 50 ans lorsque la révolte, lorsque le congrès du bois caïman a eu lieu. Donc, puisqu'il a eu environ 50 ans lors
du congrès du Bois Caïman et que la révolte de Macandal a eu lieu 33 ans avant le Bois Caïman. Donc, Toussaint Louverture était à la fin de son adolescence, donc il pouvait comprendre ce qui se passait 33 ans avant, tandis qu'il avait 17 ans. Et la captivité, l'assassinat de Macandal, loin de décourager les autres cochers, va leur enseigner comment raffiner leurs préparatifs afin de réussir cette deuxième révolte qui va débuter à Bois Caïman. Bois Caïman, c'est un site qui se trouve dans le nord d'Haïti et comme je vous ai dit, dans l'habitation normande Mézy, à peu près l'habitation dans la même ère où Macandal a travaillé avant de devenir cocher. Et ce qu'on découvre sur le congrès de Bois Caïman, c'est que les cochers qui l'ont préparé y ont travaillé pendant plusieurs années. J'ai dit les cochers qui y ont travaillé, parce que le cocher m'intéresse, parce qu'en tant que privilégié, c'est un exemple, c'est une illustration d'une élite organique plutôt qu'une élite traditionnelle. Vous savez, à Bois Caïman, au congrès de Bois Caïman, on retrouve des hommes et des femmes. Je vais parler des femmes, mais intéressons-nous aux femmes. Aux hommes d'abord. On retrouve Duty Boukman, qui est le co-leader de ce congrès avec Cécile Fatiman, qu'on va appeler Fatima. On retrouve aussi Jean-François, lui aussi cocher. On retrouve Georges Biassou, lui aussi cocher. On appelle Georges Biassou Zamba Biassou aussi. Et on retrouve un autre cocher, Toussaint Louverture. Imaginez ces divers cochers, parce qu'ils conduisent le carrosse de leur maître, ils conduisent la charrette de leur maître, ils conduisent la voiture de leur maître. Donc, pendant plusieurs années, ils ont sillonné toute la colonie, ils ont établi, n'est-ce pas, un réseau d'informateurs et d'informations. Et ce qu'on sait, c'est que le congrès de Bois Caïman a été préparé pendant plusieurs années. Souvent, nous, et c'est ce que nous laisse croire le petit manuel de Dorsainville, le petit manuel d'histoire de Dorsainville qu'on a eu à l'école primaire et même certains profs d'histoire qu'on a eu au primaire ou au secondaire. On ne peut pas leur demander d'être des experts dans cette affaire-là. Nous ont laissé croire que Bois Caïman a été quasiment une affaire spontanée là qu'on a préparée pendant 2 ou 3 jours et puis bang, ça a donné lieu 8 jours plus tard à une révolte. Bang, non, 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 pas du tout. Ce qu'on sait, quand je consulte les archives, je vous ai dit que je travaille en ce moment sur Toussaint Louverture, on découvre que ces cochers-là, dont je vous ai cité les noms, n'est-ce pas, ont préparé de longue main le congrès de Bois Caïman. Ils ont choisi le lieu, ils ont choisi le jour en fonction de l'éclairage, en fonction de leurs connaissances mystiques aussi. Et à ce congrès de Bois Caïman, il y a eu plus d'une centaine de représentants de plus d'une centaine d'habitations, seulement dans le Nord. Et là, je ne parle pas des représentants qui arrivaient d'autres plantations dans les autres provinces. Imaginez la province de l'Ouest, imaginez les provinces du Sud, imaginez l'autre partie de la colonie, l'Est, qui va, comme on le sait aujourd'hui, reconnu comme la République dominicaine. Les représentants d'à peu près toutes les plantations étaient là à Bois Caïman. Mais vous me posez la question, comment ont-ils pu être là quand le Code noir faisait interdiction aux esclaves? Donc le Code noir interdisait aux esclaves, ils étaient sous l'interdit de se réunir de nuit, de se réunir sur les plantations d'un autre. Et même s'ils ont pu le faire de nuit, comment ont-ils pu échapper à la vigilance de leur maître? Imaginez quelqu'un qui vient par exemple de la province de l'Ouest.
Imaginez, enfin, du port républicain, ce qui devient par exemple le Port-au-Prince aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui vient de l'Est. Mais comment cette personne-là a-t-elle fait pour être présent sur l'habitation de Normand de Mézy, Bois Caïman? Mais d'abord, vous notez, ils avaient des codes. Ils avaient une connaissance parfaite du lieu pour arriver à un certain lieu, à une certaine heure. Mais vous me posez la question, comment ont-ils fait pour être présents sur l'habitation Normand de Mézy et retourner sur leur plantation d'origine sans soulever le soupçon de leur maître? C'est là où la mystique noire va être importante. Je vous ai déjà parlé de ce livre de mon ami que j'ai préfacé, Fouchard Justinville, qui parle des sociétés secrètes en Haïti, de l'imaginaire au réel. Et regardez le sous-titre, une analyse du rôle des sociétés secrètes dans l'indépendance et la vie sociopolitique contemporaine d'Haïti. C'est un petit bijou de livre dont je vous recommande la lecture. Eh bien, grâce à Fouchard Justinville, j'apprends à nouveau que beaucoup de cochers avaient une connaissance mystique qu'ils importaient de l'Afrique, connaissance mystique, et là je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire, parce que c'est parce que l'école vous apprend que vous devez, personne ne peut voyager à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière, c'est ce que Einstein nous apprend, c'est de la foutaise tout cela. L'école nous apprend que si je dois, par exemple, j'enregistre dans un studio à Montréal, si je dois me rendre, n'est-ce pas, aux États-Unis, je dois le faire soit par air en avion, soit par mer en bateau, soit, n'est-ce pas, par terre en voiture. Et je ne serais pas assez fou pour m'imaginer que je peux me rendre, n'est-ce pas, à New York à pied. Je serais mort avant. Eh bien, vous savez quoi? La science africaine, j'appelle ça une science africaine, nous apprend que nous pouvons aussi voyager hors du corps. C'est ce qu'on appelle la téléportation. On peut voyager en esprit. Oui, je vous regarde dans les yeux. Moi, le docteur, moi, le PhD, là, d'accord? Moi, le gradué de McGill. Vous savez, toutes ces choses-là ont leurs limites. Vous savez, McGill a plein de choses qu'elle n'enseigne pas parce que McGill ne sait pas tout. Un jury de formé de PhD est formé, n'est-ce pas, de connaissances occidentales très limitées. Mais nous, les afro-descendants, nous savons qu'il existe une autre sorte de science. La science mystique, et je dis bien c'est une science. J'aime à dire que la mystique, c'est une science que la science n'a pas encore découverte. Et ce que la mystique afro, la mystique africaine, la mystique nègre, qu'on appelle génériquement la mystique vaudou, ce que cette mystique nous apprend, et je vous ai dit c'est une science, c'est qu'on peut voyager hors du corps. Le voyage dans l'esprit. Et donc, beaucoup de cochers qui ont représenté d'autres plantations à ce congrès à Bois Caïman le 14 août, ils l'ont fait hors du corps. Ils ont voyagé en esprit, ils ont pu participer à cette rencontre physiquement, et là, ils se sont téléportés dans leur plantation d'origine pour ne pas susciter la méfiance du maître. Ah ouais, mais voilà, fils aimé parle de téléportation, je n'y crois pas. Je ne vous demande pas de croire. Moi, je vous ai dit que je sais que la téléportation existe pour avoir vu mon père la pratiquer. Je sais que la téléportation existe pour en parler à d'autres gens qui pratiquent cette science-là. Donc, non seulement ils ont pu se réunir à temps au cours de la nuit à ce congrès à Bois Caïman. Ce congrès s'est préparé pendant plusieurs années et à ce congrès ont été représentées à peu près toutes les grandes plantations de la colonie. Et ils ont décidé à ce congrès qu'ils en finiraient avec l'esclavage. Moi, c'est cette prise de conscience-là qui me fascine. Malgré tout l'appareillage du maître esclavagiste, l'appareillage idéologique,
pseudo-religieux, l'appareillage idéologique pseudo-scientifique, l'appareillage militaire, la gendarmerie, la maréchaussée, les policiers, les chiens renifleurs qui pourchassaient les esclaves, qui se révoltaient contre l'esclavage, les leaders des Noirs se sont réunis à ce congrès politico-spirituel de Bois-Caïman pour dire nous allons en finir avec l'esclavage. Quoi qu'il nous en coûte, nous ne retournerons plus sur les plantations comme esclaves. Et c'est intéressant. Ce congrès a eu lieu le 14 août 1791 et jamais les esclaves ne retourneront sur les plantations comme esclaves. Ils vont retourner sur les plantations à titre de travailleurs. Vous savez, ils vont signer à certains moments des contrats de travail avec leur maître. Il y avait, n'est-ce pas, ce contrat de travail, divers contrats de travail qui ont été conçus par Sontonax, par Hérouville, n'est-ce pas, plus tard, Hédouville, pardon, comme agent du directoire, mais jamais depuis 1791, les esclaves vont accepter de retourner sur les plantations comme esclaves parce qu'ils ont dit non. À ce congrès de Bois-Caïman, se sont représentées toutes les ethnies africaines qui étaient à Saint-Domingue. Quel exploit! Je vous ai parlé au début de ce hors-série du fait que le blanc nous divisait en ethnies, en dialectes, etc. Eh bien, les cochers ont trouvé une façon de communiquer entre eux, mais parce qu'en tant que cocher, ils devaient communiquer avec le maître, donc ils parlaient le créole, ils baragouinaient 9 fois sur 10 le français, et ils vont utiliser le créole comme langue passerelle pour communiquer entre eux et pour décider de ce qui allait être la révolte générale des esclaves. Aïe, 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 le temps est court hein, quand on fait un hors-série. Mais il y a un certain nombre de leçons à tirer de Bois-Caïman. D'abord, une révolution, ça se prépare. Une révolution ne se fait pas en l'espace de quelques semaines. Une révolution, ça se prépare. Une révolution doit être conçue par des élites conscientes, des élites consciencieuses, des élites organiques, des élites qui prennent fait et cause pour la masse. Bois-Caïman, le congrès politique et spirituel de Bois-Caïman. Politique parce que ils allaient changer le système politique. Spirituel parce que nos ancêtres se sont réunis en se servant de leurs connaissances mystiques. Les fameuses sociétés secrètes étaient mises à contribution lors du congrès pour les renseignements, pour les voyages hors du corps, pour neutraliser l'ennemi, pour les tuer aussi. C'est aussi le rôle des sociétés secrètes, d'où ma recommandation du livre de Fouchard-Justinville. Et 7 jours plus tard, nos ancêtres ont dit « basta l'esclavage, on ne retournera plus sur les plantations comme esclaves ». Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les Blancs ne sont pas invincibles. Et ça, c'est une leçon importante pour nous. Donc, ce que le congrès politico-spirituel du Bois-Caïman prouve, c'est que les Blancs ne sont pas invincibles. Aujourd'hui, nous sommes pris sous les griffes des Américains, sous les griffes des Français, sous les griffes du Canada, sous les griffes du corps groupe. Et quand on ne s'inspire pas de l'histoire, on est tenté de croire que les Blancs sont invincibles, les Américains sont invincibles, les Français sont invincibles. Foutaise. Le congrès politico-spirituel de Bois-Caïman montre que les Blancs, même s'ils sont mieux armés que nous, ont déjà été vaincus. Ils ne sont pas invincibles, on peut les battre. Ça prend de la préparation, ça prend des renseignements, ça prend la détermination. Pour qu'une révolution réussisse, elle doit être conçue, oui, par les élites, mais la révolution doit être faite en accord avec la masse, qui doit être conscientisée, qui doit être sensibilisée. Toussaint Louverture a dit qu'on peut vaincre une armée
mais qu'on ne pourra jamais vaincre un peuple en armes. Une autre leçon à tirer du congrès de Bois-Caïman, c'est que et les hommes et les femmes doivent être mis à contribution. Tous doivent être inclus dans ce combat. Je vous ai dit qu'à Bois-Caïman étaient représentées les diverses ethnies africaines présentes sur la colonie. Ces ethnies dépêchaient leurs représentants. Pour réussir une révolution, nous ne devons pas seulement utiliser les armes de l'ennemi, ce que les cochers ont fait. Ils ont pris les fusils aux ennemis, mais nous devons surtout utiliser notre mystique à nous. D'où l'utilisation, si vous voulez, l'utilité des sociétés secrètes. Il y en a encore aujourd'hui. Elles sont en dormance. Nous devons les réactiver. Et pour préparer une révolution, nous devons faire une offre fédératrice à la population. Quelle était l'offre de nos ancêtres à Bois-Caïman? Jamais plus d'esclavage. Nous allons créer une société égalitaire. Nous allons créer une société libre où tous et toutes vont pouvoir vivre sur la base de leurs mérites sans tenir compte de l'accident épidermique. Et ça va être ça le motto, la motivation de Toussaint Louverture dans son projet de société. Nous allons créer une société libre, égalitaire et méritocratique. Toussaint Louverture n'est pas un mangeur de blanc. Toussaint Louverture n'est pas un raciste au sens où on parle aujourd'hui de racisme à rebours, puisqu'il a subi du racisme. Il déteste les blancs. Non. Toussaint Louverture avait autant de blancs dans son entourage qu'il pouvait faire appel aux Noirs. Ce n'était pas ça qui motivait Toussaint Louverture. Ce n'était pas ça qui motivait nos ancêtres non plus. Ils voulaient une société libre, une société égalitaire, une société méritocratique, c'est-à-dire basée sur le mérite. Et ils étaient à ce point organisés, ils étaient à ce point déterminés, ils étaient à ce point solidaires que ce qui a débuté le 14 août 1791, qui va éclater le 21 août 1791 en une révolution, une révolte généralisée, on fout le feu dans toutes les plantations, car il fallait faire mal à l'esclavagiste dans ce qui compte pour lui. Qu'est-ce qui compte pour l'esclavagiste, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sa plantation. On y met le feu. Et donc, ce qui allait démarrer le 14 août, qui va aboutir le 1er janvier 1804, l'était en raison de tous ces éléments-là. Et même lorsqu'un Toussaint Louverture sera déporté, et c'est une autre leçon, la leçon fondamentale, et c'est la dernière aujourd'hui que nous devons tirer de Bois-Caïman, même lorsqu'un Toussaint Louverture sera déporté et assassiné parce qu'il a été privé de nourriture, de soins médicaux dans sa cellule à Fort-de-Joux, ceux qui vont continuer la lutte ont été précisément les disciples de Toussaint Louverture. Pensons à un Christophe, pensons à un Dessalines, pour ne citer que cela. Pensons à un Capois. Tous ceux-là ont été des soldats qui ont travaillé dans l'armée de Toussaint Louverture. De même, lorsqu'on a capturé Boukman, le co-leader de Bois-Caïman, et qu'on l'a décapité, le mouvement n'a pas cessé pour autant parce que Bois-Caïman a été préparé pas par un homme, même si un homme en a été le leader, à la mort, que dis-je, à l'assassinat de Bois-Caïman. Les autres, Jean-François, Zamba Biassou, Cécile Fantiman et Toussaint Louverture vont être prêts à poursuivre le combat, car qu'un homme tombe ne signifie pas la fin de la lutte. Quelle histoire passionnante. Vous m'avez vu passionné par cette histoire, parce que quand je revisite les fondations historiques d'Haïti, on a tout pour préparer et réussir une révolution d'aujourd'hui. L'Haïti d'aujourd'hui ne peut pas mourir, elle est seulement anesthésiée, elle est seulement zombifiée. Elle est zombifiée parce que les élites d'Haïti ne sont pas des élites organiques qui prennent fait et cause pour les masses. D'où le travail que je fais, le travail de conscientisation, pour qu'il y ait
une préparation pour qu'il y ait une véritable combite dans le langage haïtien et qu'on détruise le système qui nous garde sous l'emprise de la communauté internationale et qu'on recrée dans d'autres conditions une révolution pour créer un pays libre, un pays prospère, un pays où tous les enfants d'Haïti, tous les hommes et femmes de bonne volonté pourront vivre fièrement et dignement. Merci de votre attention. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. On se retrouve une prochaine fois pour un autre hors-série. Likez, partagez l'émission, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Au revoir.